Ça a vraiment été très difficile pour beaucoup de gens. Je comprends ça. Et on fait tout ce qu'on peut pour vous aider en tant que gouvernement. Juste cette semaine, on a annoncé des nouvelles mesures pour les familles, les travailleurs et les entreprises. Mais même avec le coup de pouce, je sais que ça reste difficile. Et pour ceux qui avaient déjà des difficultés, c'est encore plus dur. Le fait de rester chez soi, par exemple, c'est pas toujours évident. For some, physical distancing means juggling taking Pour care of the certaines kids personnes, la while trying to get some work distanciation done at the physique kitchen table. veut dire tenter de s'occuper de ses enfants tout en faisant du télétravail. Et franchement, ce n'est pas la réalité pour tous. Il y a des gens pour qui la maison n'est pas un endroit sécuritaire. Pour plusieurs, c'est un endroit où ils s'isolent, où ils sont seuls. Et certaines personnes, depuis longtemps, n'ont pas de lieu où aller, où passer du temps. Et il y a ces gens les plus vulnérables aujourd'hui qui sont particulièrement touchés. On peut changer cela et on peut faire en sorte que personne ne soit sans aide. Je veux prendre un moment pour parler directement aux enfants. Je sais que les dernières semaines ont été difficiles. Vous n'avez pas vu vos amis, vous n'avez pas été capable d'aller à l'école, vous êtes avec vos parents et vous voyez le monde que vous connaissez qui change radicalement. C'est une source d'anxiété, une source de tension. Peut-être qu'il y a plus de tension dans votre famille, mais il y a des gens qui peuvent aider. Contactez les soutiens pour les enfants. Vous pouvez texter 686868 ou appeler le 1-800-668-6868 ou aller en ligne à la ligne d'aide pour les enfants. Ces gens-là sont là pour vous écouter, vous soutenir et s'assurer que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent pour vous aider à traverser ceci. Peu importe où vous habitez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français et en anglais. En effet, pour s'assurer que vous ayez l'aide dont vous avez besoin, on investit 7,5 millions de dollars pour plus de conseillers sur les lignes de soutien pour les enfants, pour s'assurer que ces gens-là soient là pour vous. Et maintenant, des enfants, je veux parler aux grands-parents. Les aînés sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19. Plusieurs d'entre nous restent à la maison, s'auto-isolent, respectent les directives, mais même si les gens sont en sécurité, sont isolés, pour les aînés, ce n'est pas nécessairement facile. Peut-être qu'ils peinent à sortir à l'extérieur pour aller se chercher des vivres à l'épicerie. Peut-être qu'ils se sentent très seuls. Déjà étaient-ils peut-être isolés, et là c'est un degré supplémentaire de stress. Eh bien, on a de l'aide pour eux également. Le ministère qui s'occupe, responsable des aînés, va investir dans le programme Horizon pour les aînés, pour aider les aînés notamment pour l'épicerie. Cette façon de faire est déjà en vigueur. À Ottawa, par exemple, on vous aide pour la livraison de repas. Pour ceux qui en ont le plus besoin. Je veux prendre un instant pour parler directement aux jeunes. Je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour les jeunes. Ne pas voir ses amis, ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir faire les choses que vous faisiez avant. Votre monde est en train de changer. C'est une source de stress et d'anxiété pour vous, pour votre famille. Les choses sont peut-être pas super faciles à la maison, mais sachez que vous pouvez avoir de l'aide et vous n'êtes pas seul. Jeunesse, j'écoute est un programme qui est là depuis longtemps pour aider les jeunes. Vous pouvez appeler, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez texter aussi. Ils vont être là pour vous aider. Envoyez un texte au 68 68 68 ou appelez au 1-800-668-6868. Peu importe où vous êtes, en français ou en anglais, 24 heures, 7 jours par semaine, il y aura quelqu'un là pour vous aider, pour aider votre famille. Et pour faire plus pour aider ces jeunes qui ont besoin de parler à quelqu'un, on investit 7,5 millions de dollars dans Jeunesse J'écoute et leurs intervenants. Et pour les grands-parents de ces jeunes, on pense à vous aussi.
Ça fait longtemps qu'on dit que la COVID-19 frappe plus fort et est plus un danger pour nos aînés. Alors, vous êtes très probablement encore plus isolés que vous l'êtes souvent. Vous avez peut-être de la misère à faire vos emplettes, de la misère à pouvoir subvenir à vos besoins. Mais je veux souligner qu'on va envoyer de l'aide additionnelle pour vous aussi. Pour aider les personnes âgées vulnérables, on offre à Centraide 9 millions de dollars grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ça va permettre à l'organisme d'offrir tout un éventail de services aux aînés, que ce soit une vérification de leur état de santé ou un service de livraison pour l'épicerie. Dans un pays comme le Canada, personne ne devrait être laissé pour compte. Et pour aider les personnes en situation d'itinérance et celles qui fuient la violence familiale ou la violence fondée sur le sexe, on a alloué 200 millions de dollars au refuge. We promise to help everyone get through this tough time. Nous avons promis d'aider tout le monde pour traverser cette période difficile. Si vous ne pouvez pas aller à la maison parce que ce n'est pas sécuritaire ou parce que vous n'avez pas de maison, on ne vous oubliera pas. Nous allons travailler avec les organisations sur le terrain pour vous soutenir. Plus tôt ce mois-ci, nous avons promis 200 millions de dollars pour des ressources d'hébergement. Si vous devez fuir la violence domestique ou encore la violence basée sur le sexe, sachez qu'il y a des endroits où vous pouvez vous rendre et être en sécurité. Ce nouveau financement a déjà un impact important sur le soutien qu'on vous offre. Prenez simplement des ressources d'hébergement à Toronto qui peuvent louer des endroits supplémentaires pour héberger des gens touchés par la COVID-19 et garder tout le monde en sécurité. On va continuer de travailler avec les organisations caritatives et à but non lucratif. Je veux reconnaître le travail incroyable des bénévoles au sein des communautés et au sein de ces organisations. Je sais que les temps ont été durs récemment, non seulement parce que de plus en plus de bénéficiaires ont besoin d'aide, mais aussi parce que vous travaillez fort pour aider les gens vulnérables durant une crise de santé publique que le Canada n'a jamais vécue. Bientôt, je pourrai vous en dire davantage sur comment le Canada entend vous remercier pour le service que vous rendez à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est peu importe où vous êtes, peu importe ce dont vous avez besoin, nous sommes là pour vous. Et à ceux qui ont un peu plus de chance à l'heure actuelle, je vous demande de faire partie de la solution. S'il vous plaît, faites un don à une organisation qui vous est chère. Vous voyez comment vous pourriez faire du bénévolat. Vous pouvez faire une réelle différence au sein de vos communautés. Comme individu, comme famille, comme entreprise, pensez à comment vous pouvez tendre la main pour aider les gens à traverser cette période difficile. Comme on le répète souvent, c'est très important que les gens continuent de garder une distance de 2 mètres avec les autres, de rester chez eux et d'éviter les endroits achalandés pour aplatir la courbe le plus rapidement possible. Je sais que c'est encore plus difficile de rester à la maison pendant la fin de semaine. Par moments, on peut se sentir très seul. Mais n'oubliez pas qu'on est tous en train de traverser cette épreuve ensemble. Il ne suffit que de regarder autour de vous pour voir des signes de solidarité. À travers le pays et à travers le monde, les gens affichent des arcs-en-ciel pour rappeler à leurs voisins que nos meilleurs jours sont devant nous. Et si vous êtes à Montréal ce soir, regardez le pont Samuel de Champlain. Il sera illuminé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. I know these are hard times, but I also know Je sais qu'il s'agit de moments difficiles, et je sais également que nous allons les traverser ensemble, ces moments. Nous allons maintenant prendre les questions par téléphone, une question principale et une sous-question. La première question nous vient de Raymond Fillon, TVA. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais vous amener sur un autre sujet. Est-ce que vous avez reçu une ou des demandes jusqu'à présent, ou est-ce qu'il y a des discussions pour de possibles interventions des Forces armées canadiennes quelque part au Canada? Je pense notamment au Québec, où il est question possiblement au cours des prochains jours de fermer l'accès à la ville de Montréal. Nous savons que cette situation évolue constamment et nous sommes prêts à toutes sortes de différentes éventualités.
Évidemment, les Canadiens savent très bien que les membres des Forces armées seront toujours là pour aider quand le Canada en a besoin, seront là pour servir. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de demande spécifique par rapport à ça. Il n'y a pas de plan à ce moment pour effectuer des opérations au Canada avec les Forces armées. And a follow-up, right? Vous avez dit vendredi, par ailleurs, que vous comptez demeurer chez vous, même si vous et votre famille êtes maintenant tous en bonne santé. Est-ce que c'est seulement pour donner l'exemple? Parce qu'il y a bien des gens qui disent, vous êtes quand même chef du gouvernement du Canada. Est-ce que vous pouvez vraiment être aussi efficace pour diriger le Canada en temps de crise en faisant du télétravail? Évidemment, nous sommes très, très contents que Sophie a été donné le feu vert. Ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de symptômes et elle est allée à Harrington avec les enfants. Moi, je continue de travailler d'ici, comme on a demandé à bien des gens de le faire. Mais si vous y pensez, j'étais dans la même maison avec quelqu'un qui, jusqu'à il y a quelques jours, avait la COVID-19. Et donc, le décompte va continuer parce que j'aurais pu théoriquement l'attraper il y a à peine quelques jours. Alors, je dois continuer de rester en isolation. C'est quelque chose que Santé Canada nous recommande. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on demande aux gens aussi de faire, de rester chez eux quand c'est possible. Et comme vous voyez, je continue de travailler à tous les jours de la maison. On arrive à coordonner et à faire le travail nécessaire. D'abord, je suis très heureux, comme bien des gens le savent, que Sophie a obtenu un feu vert de la part de ses médecins. Ça fait quelques jours qu'elle n'éprouve plus aucun symptôme. Évidemment, je veux remercier tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien. Elle et les enfants sont à Harrington et je vais continuer de rester ici pour faire le travail qui doit être fait. Et si vous y pensez bien, les gens se demandent pourquoi je suis encore en isolement. Eh bien, j'ai passé du temps dans la même maison avec elle. Et donc, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui a eu la COVID-19. Donc, je dois demeurer en isolement afin d'être certain que nous suivons à la lettre tous les protocoles et toutes les directives de Santé Canada. Le travail que nous faisons en tant que gouvernement se poursuit. Il y a plusieurs entreprises, des organisations de partout au pays qui découvrent qu'on peut abattre énormément de travail par téléphone, par vidéoconférence. C'est ce que je fais et c'est ce que je vais continuer de faire, comme plusieurs Canadiens d'ailleurs le font. Merci. Thank you. The next question is from Mia Rabson, the Canadian Press. Your line is open. J'aimerais savoir si vous pourriez parler davantage sur l'aide que vous allez fournir aux organisations caritatives. Plusieurs d'entre elles ont demandé une aide importante. Vous laissez entendre qu'il y aura des mesures. Est-ce que vous pourriez donner des précisions sur ce programme, ces mesures? Aujourd'hui, les annonces sur les organisations caritatives et les organismes à but non lucratif qui font un excellent travail avec les jeunes, avec les aînés. C'est ce que nous annonçons aujourd'hui. Mais on reconnaît qu'il y a plusieurs organisations caritatives du secteur privé, du secteur public qui font un travail très important durant ces temps difficiles. Il y a évidemment, dans plusieurs cas, le fait que ces organisations sont privées de revenus à l'heure actuelle. Voilà pourquoi nous travaillons étroitement avec ces organisations. On aura des annonces au cours des prochains jours pour s'assurer que ces organisations peuvent continuer leur travail incroyable qui est si important pour les Canadiens. Je me demande aussi, est-ce que vous êtes inquiet de mettre énormément de pression sur le personnel de bord au sein des avions et également le personnel à bord des trains pour leur demander de faire des tests de dépistage pour les passagers? La majorité des gens ont écouté les directives de la santé publique. Ils évitent les voyages non essentiels.
Depuis le tout début, nous avons dit aux gens, si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez rester à la maison. Vous ne devriez pas sortir, vous ne devriez pas voyager. Ça va continuer d'être la directive que l'on donne, mais on demande aussi aux transporteurs aériens et aux opérateurs de train de s'assurer que personne ne présente des symptômes lorsqu'ils embarquent dans un avion ou dans un train. Merci. Next question. Prochaine question. Lina Dib, La Presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Trudeau. Pour continuer sur ce même sujet, vous dites que vous n'avez pas besoin de l'armée pour l'instant, mais est-ce que vous pouvez vraiment ne pas entrevoir que très bientôt, ce serait une aide utile et nécessaire quand on voit ce qui se passe au Québec, qui a fermé un gros morceau de la province, et ça prend des gens pour intercepter ceux qui continuent à se déplacer? Les membres des Forces armées seront toujours là pour aider les communautés et les gens qui en ont besoin au Canada. On est très près, on regarde différents scénarios par lesquels ce serait important d'amener cette aide supplémentaire. Mais on n'est pas rendu là aujourd'hui. On va continuer nos discussions avec les provinces, avec les différentes régions du pays pour s'assurer qu'on puisse faire ce qui est nécessaire au fur et à mesure. On ne ferme pas la porte à tout scénario, mais on est en train de prendre les décisions au fur et à mesure. Et ma prochaine très, très courte, est-ce que je comprends qu'on commence à compter vos 14 jours à partir d'aujourd'hui maintenant? On va continuer de suivre les recommandations. Je pense que c'est une façon de le compter, ou même peut-être quelques jours de moins, parce que ça fait quelques jours que Sophie a plus de symptômes. Mais on va vous garder au courant de combien de temps on va continuer de faire les conférences de presse ici. Thank you. One more call. Operator, please. Merci. Thank you. Next question, Alex Bouclier, Toronto Star. Your line is open. Good morning, Prime Minister. You announced a whole lot of different, Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez annoncé un paquet de mesures différentes pour les petites entreprises. Mais vous savez, plusieurs de ces PME peinent à naviguer à travers ce train de mesures, que ce soit la subvention salariale ou encore la garantie de prêt de 40 000 $. Comment allez-vous faire pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver et à faciliter l'accès au programme pour ces entrepreneurs? Nous faisons beaucoup des mesures qui n'ont jamais été déployées par aucun gouvernement parce qu'il n'y a jamais eu de raison pour les développer. Et alors que nous déployons de nouvelles politiques, de nouvelles façons d'aider les gens pour traverser cette crise, se rendre à l'autre bout et être plus fort au sortir de cette crise, on doit vraiment réfléchir aux mesures les plus importantes et surtout la façon dont les gens peuvent accéder à ces programmes. Alors, je pense avoir été clair sur l'ensemble des directives. Je vous invite à visiter le canada.ca pour trouver davantage d'informations. Je sais que plusieurs de nos organisations, les banques elles-mêmes, par exemple, donnent des conseils sur ces nouvelles mesures, mais nous allons continuer de communiquer de la meilleure façon possible pour que tout le monde soit en mesure d'accéder à l'aide qui correspond à leurs besoins. Et en ce moment, on crée de nouvelles façons de faire. Je reconnais qu'il y a un défi et nous allons continuer de travailler. Juste une seconde, Alex. Je reconnais qu'on est en train de faire énormément de choses nouvelles. On a des nouveaux programmes et ça peut être bouleversant d'essayer de trouver exactement comment obtenir l'aide qu'on est en train d'envoyer. C'est pour ça qu'on va continuer d'essayer de donner toute l'information nécessaire aux citoyens, aux entreprises pour pouvoir accéder à l'aide qu'ils méritent. En même temps, on va continuer de travailler avec des organismes et même des banques pour s'assurer que l'information sur toute l'aide qui est disponible soit accessible pour les gens qui en ont besoin. And your follow-up, Alex? Prime Minister, there have been numerous reports that prisons are of particular concern. Monsieur le Premier ministre, il y a eu plusieurs rapports à l'effet qu'il y a des inquiétudes
très vive au sein des milieux carcéraux, au sein des prisons. Que dites-vous aux prisonniers qui sont inquiets à l'heure actuelle face à l'éclosion possible de COVID-19 dans leur milieu de vie? Nous sommes très inquiets face à la perspective de voir nos institutions correctionnelles devenir des foyers de propagation. Il s'agit d'endroits vulnérables et nous travaillons très étroitement avec les services correctionnels. Le ministre Bill Blair, notre ministre de la Sécurité publique, en aura davantage à dire. On mène à l'heure actuelle la réflexion qui s'impose pour s'assurer que tout le monde au pays soit en sécurité. De Correction Canada sont plus vulnérables que d'autres endroits à COVID-19. Donc, nous allons continuer de travailler avec le Service des corrections au Canada et le ministre Blair pour assurer qu'on est en train de faire ce qui est nécessaire pour garder tout le monde en sécurité. Thank you. We'll now go to questions in the room. Ian Wood, CTV News. Prime Minister, this morning you made a small announcement with regard to Monsieur le Premier ministre, ce matin, vous avez fait une petite annonce concernant les aînés. Mais qu'en est-il des aînés qui reçoivent des investissements et qui ont vu leur portefeuille fondre au cours des dernières semaines? Prenons ceux qui ont des produits à revenus fixes. Est-ce que vous allez les soutenir d'une quelconque façon? Allez-vous déployer une stratégie fiscale particulière? On va s'assurer que l'on puisse éventuellement remplacer certaines sources de revenus qui ont été perdues en raison de la COVID-19. Il y a tellement de Canadiens qui comptaient sur leur paye de semaine en semaine pour payer les comptes. On reconnaît qu'il y a des aînés qui font face à la situation avec grande vulnérabilité et on va tenter de les soutenir du mieux possible pendant ces temps difficiles. Le gouvernement allemand a renvoyé plusieurs centaines de milliers de masques en Chine, des masques qui étaient défectueux. Je me demande quand allons-nous recevoir les masques promis par la Chine et qu'est-ce qui nous garantit que ces masques seront de qualité, ils seront efficaces? Quelle est la teneur de vos relations pendant cette crise avec la Chine? Nous allons recevoir des masques, des produits médicaux très bientôt au cours des prochains jours. Et en même temps, je peux tous vous rassurer, Santé Canada a des procédures très strictes pour évaluer les produits et s'assurer que ce que l'on reçoit répond aux critères du Canada. Et nous ne tournerons pas les coins ronds. On s'assurera que les équipements sur lesquels comptent nos travailleurs du système de la santé vont nous garder en santé. On s'assurera qu'il s'agit de l'équipement de qualité qui va nous permettre de faire le travail. Nous allons aussi continuer de collaborer avec le monde. Il s'agit d'une pandémie à l'échelle mondiale. Plusieurs pays veulent travailler ensemble pour s'assurer que nous puissions sortir de la crise ensemble et c'est l'approche que nous privilégions. Monsieur le Premier ministre, selon la loi sur la mise en quarantaine et la directive, le règlement que vous avez adopté sur les vols et les voyages par train, vous savez, en Ontario, on a vu des mesures beaucoup plus sévères concernant ceux qui augmentent les prix. Alors, au niveau de la coercition, est-ce qu'il pourrait y avoir des amendes ou des peines plus sévères? D'abord, c'est vraiment important que nous suivions tous les directives. Ce que l'on fait aujourd'hui, ce que nous avons fait au cours des derniers jours et ce qu'on fera au cours des prochains jours, ça aura un impact direct sur la capacité du Canada de traverser cette crise de la meilleure façon possible. Ça aura un impact direct sur nos travailleurs du système de la santé. Ce que l'on choisit de faire maintenant, ce que l'on fait par les temps qui courent, va vraiment affecter la façon dont nous allons traverser la crise. Alors, je presse tout le monde. Il y a une nécessité de s'isoler, de suivre les directives et de s'assurer que nous ne nous mettons pas à risque et que nous gardons nos communautés, notre voisinage en sécurité.
Le Canada, évidemment, s'assure que la quarantaine soit respectée, le confinement, et j'encourage vraiment tous les Canadiens de répandre le message, de partager la directive, à quel point c'est important de rester à la maison. J'aimerais aussi vous demander de répondre à ce qu'on entend sur les façons dont sont traités les camionneurs. Sidonie nous raconte que lorsqu'ils traversent la frontière, ils n'ont pas accès à des salles de bain, à des toilettes, ni même à des restaurants. Nous sommes très interpellés par la façon dont les choses se déroulent et sur la façon dont nous devons protéger les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, s'assurer que des médicaments puissent parvenir à ceux qui en ont besoin dans ces temps difficiles. On a besoin que les gens à la frontière puissent d'abord acheminer des produits et en même temps, nous devons assurer la sécurité de nos citoyens. Alors, il y a toujours un défi d'équilibrer les choses. On continue de travailler pour s'assurer que l'on peut continuer de s'approvisionner en biens essentiels et tout ça pendant que les gens prennent des risques. En effet, les travailleurs des secteurs essentiels. 2 minutes concernant les scénarios sur lesquels vous travaillez avec l'armée, notamment pour l'île de Montréal. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur les scénarios sur lesquels vous travaillez et puis pourquoi vous y travaillez? Depuis le début, on se prépare à différents scénarios. Où la COVID va frapper beaucoup plus fort que ce qu'on voudrait, où ça va beaucoup mieux, où différentes régions ont différentes difficultés. Je peux vous dire que nos forces armées seront toujours là pour aider les Canadiens. Je sais qu'ils avaient déjà des scénarios d'aider en cas d'inondation ce printemps. Ils sont souvent là pour faire ça. Nous allons continuer de travailler avec les autorités régionales, provinciales, avec la Ville de Montréal, avec toutes les villes à travers le pays pour répondre à des situations d'urgence qui pourraient subvenir. Mais on ne va pas avancer d'hypothèses avant d'être au moment où on devrait être amené à faire des étapes plus grandes ou plus graves. Nous allons prendre ça un jour à la fois tout en préparant pour toutes sortes d'éventualités. Et sans parler spécifiquement de scénario précis, puisque vous venez de dire que vous ne voulez pas en parler, est-ce que ça s'appliquerait seulement au Québec ou est-ce qu'il y a d'autres provinces qui sont en conversation avec vous pour l'utilisation de l'armée? On va toujours répondre à tout besoin qu'une province aura s'il demande de l'aide du fédéral. Mais je ne veux pas m'avancer sur quelle province pourrait le faire ou pourrait pas le faire. On va être là pour subvenir aux besoins des provinces et des Canadiens pour nous garder en sécurité pendant ces moments exceptionnels et difficiles. Thank you. We have time for one more question. Ashley Burke, CBC News. Prime Minister, there are towns and there are cities across the country who are preparing arenas and community centers to prepare them into makeshift hospitals if needed. What does that tell you about where we are in the arc of this crisis? And as well, what does it say to Canadians about their hospital's capacity? I think it's a message that we are preparing for every eventuality. We are hopeful that the behavior that people have engaged in Cela veut dire qu'on se prépare. Nous sommes reconnaissants que les gens soient en mode action et qu'on tente de gérer la situation pour éventuellement accueillir des gens ayant besoin d'être hospitalisés. Cela veut dire que nous travaillons extrêmement fort pour encourager tout le monde à rester à la maison et à ne surtout pas risquer de propager le virus. Voilà comment nous allons réussir à stopper la propagation. Nos systèmes de santé sont conçus pour gérer des situations normales où il y a une capacité importante. Chaque jour, on peut gérer des pics, que ce soit des pics saisonniers ou encore un gros accident. Donc, on a un système de santé qui fonctionne très bien pour absorber les demandes habituelles. Mais nous vivons à l'heure actuelle des temps qui sortent de l'ordinaire. Alors je pense qu'il est approprié et nécessaire de voir comment nous pouvons grossir notre système de santé pour faire face à une crise sans précédent. Je veux, à l'heure actuelle, souligner le travail des gens qui cherchent des solutions alternatives. Nous n'aurons pas besoin de ces solutions si les gens continuent de suivre à la lettre les directives en restant à la maison et en respectant l'isolement.
Mais nous devons penser au pire des scénarios et nous devons se préparer. Il y a plusieurs vacanciers et des snowbirds qui sont revenus au Canada. Est-ce qu'on va assister au cours des prochains jours à un nombre important de cas détectés? Est-ce que ça aura un impact? Si vous revenez de voyage, eh bien, il faut s'isoler pour 14 jours. C'est extrêmement important de le faire et que tout le monde respecte cette directive. Il y a eu quelques questions récemment là. Est-ce que ça veut dire que je peux aller marcher en respectant une distance de 2 mètres? Écoutez, c'est vraiment simple. Selon Santé Canada, vous pouvez aller prendre une marche, mais si vous avez eu un test positif, ou encore si vous avez vous affichez des symptômes, ou encore si vous revenez de l'étranger, eh bien, vous pouvez aller à l'extérieur. Mais si vous revenez de l'étranger, ou si vous affichez des symptômes, ou encore si vous avez la COVID-19, il n'en est pas question. Ne vous rendez pas dans des parcs. Si vous êtes en bonne santé, gardez une bonne distance des autres. Mais si vous êtes en isolement, vous venez de l'étranger, vous avez besoin d'air frais, eh bien, allez sur votre balcon, ouvrez la fenêtre, mais pas question de sortir. Nous devons demander aux gens de respecter les directives de la santé publique, tout particulièrement ceux qui reviennent de l'étranger. Nous nous assurons à l'heure actuelle de pouvoir composer avec un flot important de gens qui auraient besoin de soins hospitaliers. On a mis des mesures d'urgence en place. On espère qu'il n'y aura pas que le nombre va exploser, mais on voit que les systèmes de santé se préparent et, je le répète, les gens doivent suivre les directives qui ont été données. À vous. Bonjour tout le monde. C'est au tour de Daniel McCann de prendre une journée de congé aujourd'hui. J'en ai pris une hier. Je vais en profiter avant de commencer pour dire merci à Geneviève Guilbeault. Je trouve ça encourageant de voir qu'il y a de la relève forte, femme qui a beaucoup d'aplomb. Donc, merci Geneviève. J'en ai profité hier pour aller prendre une marche. J'ai même rencontré une des journalistes. Mais j'ai rencontré, je dirais, une bonne centaine de Québécois et ça m'a beaucoup donné d'énergie pour les prochains jours. J'ai pas vu des gens qui étaient abattus, j'ai vu des gens qui étaient souriants, confiants et qui m'ont encouragé. Puis je les remercie aujourd'hui. Et ça va être un peu notre défi dans les prochaines semaines. De rester confiant, d'avoir de l'espoir, de garder une attitude positive. Plus les semaines vont s'accumuler avec la situation qui est quand même difficile, de rester chacun chez soi. C'est important là, qu'on se concentre à garder un bon moral, qu'on reste unis. Très important, même si le fait qu'on prenne nos distances puis que parfois on soit seul chez soi, c'est un peu paradoxal, mais il faut être plus unis que jamais. Puis je sais que le peuple québécois est capable d'être uni puis de passer à travers cette épreuve. Je veux aussi dire bravo aux Québécois. La grande majorité des gens que j'ai rencontrés gardent leurs 2 mètres. Bon, évidemment, quand il y a un couple qui couche dans le même lit, ça ne vaut pas la peine d'avoir 2 mètres pour la marche, là, mais les autres, j'ai vu que c'était respecté. Je veux aussi dire merci aux 3 chefs de l'opposition. Manon, Pierre, Pascal, je leur parle 2 fois par semaine. Ils m'apportent beaucoup de bonnes suggestions. Donc, c'est vraiment agréable de travailler avec les 3 chefs de l'opposition, là, puis on est ensemble, puis je les remercie pour leur collaboration. Bon, maintenant, le bilan de la dernière journée. D'abord, bonne nouvelle, on reste à 22 décès. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on regarde les cas confirmés de personnes infectées, on passe à 2840, donc c'est une augmentation de 342. 192 personnes hospitalisées, une augmentation de 28. 72 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 15. On est rendu à 58 000 tests. On est un des endroits au monde, là, avec la Colombie-Britannique puis l'Alberta,
je dis bien au monde, j'inclus les États-Unis, l'Europe, où on teste le plus. Donc, j'en profite, puis j'en ai rencontré une d'ailleurs, une technicienne de laboratoire hier. Merci, les infirmières, les techniciennes de laboratoire. On est parmi ceux qui, toute proportion gardée, font le plus de tests au monde. Donc, c'est très bon. Ce qui est bon aussi, bonne nouvelle, le nombre d'hospitalisations reste limité. Quand on vous dit qu'il y a 192 personnes hospitalisées, puis qu'il y a 6 000 lits qui sont prêts à en accueillir, vous voyez là qu'on a une marge et on est prêt au pire. Et ce que ça veut dire, en tout cas selon le docteur Arruda, c'est que nos mesures fonctionnent. Donc ça, c'est encourageant. Je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier concernant les frontières pour les régions du nord et de l'est du Québec. D'abord, si vous regardez une carte du Québec, vous allez tout de suite comprendre ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le nord et l'est, donc l'Abitibi, le nord du Québec, Nunavik, les terres Cree de la baie James, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, puis à l'est, le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie, sont toutes des régions où, toute proportion gardée, on a moins de personnes infectées que dans le sud du Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça reste comme ça. Donc, je vous promets, on va aller vous voir dans le nord quand tout ça va être fini, mais pour l'instant, c'est une bonne chose qu'il y en ait moins dans le nord, dans l'est du Québec. Et donc, on demande aux gens du sud du Québec de ne pas aller dans le nord du Québec. On s'est assuré aussi de certaines précautions avec le Nouveau-Brunswick, que ça soit la même chose. Bon, les deux régions où toute proportion gardée, donc quand on regarde par 100 000 habitants, où il y en a le plus de personnes infectées, ça reste Montréal et l'Estrie. On a demandé aujourd'hui aux autorités à Montréal et en Estrie d'indiquer plus d'informations sur les quartiers qui sont touchés. Donc, à Montréal, il y a des quartiers. En Estrie, il y a des villes qui sont plus touchées que d'autres. Donc, pour éviter justement que les gens se promènent dans ces quartiers-là, je pense que c'est important d'informer. Puis donc, aujourd'hui, je comprends que les responsables de ces régions-là vont faire connaître là, les quartiers qui sont plus touchés. L'autre chose que je répète, évidemment, là, bon, en particulier, ne pas aller dans le nord, dans l'est du Québec, ne pas aller en Estrie et à Montréal, mais je dirais de façon générale, on ne se promène pas d'une région à l'autre. On a hier annoncé qu'on interdit maintenant la location de chalets. Donc, ceux qui ont un chalet, bien, si vous êtes à votre chalet, vous restez à votre chalet. Donc, on ne veut pas de gens qui se promènent entre les régions, en particulier là, la fin de semaine. Les personnes qui restent les plus vulnérables, ce sont nos aînés. Donc, on annonce aujourd'hui, Marguerite Blais, notre chère ministre des Aînés, va faire des entrevues d'ici demain où elle va s'enregistrer, parce que je pense que elle va faire une vidéo parce qu'elle est confinée, elle s'est confinée elle-même. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter beaucoup de ressources dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, il y a 3 groupes de personnes qui rentrent et qui sortent des résidences. Il y a le personnel, il y a ceux qui viennent livrer la nourriture, puis il y a bien sûr les résidents eux-mêmes. Donc, ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait plus de contrôle. Donc, qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait des vérifications qui soient faites, des symptômes à l'entrée. Donc, je vous le dis depuis le début, là, les endroits où c'est le plus vulnérable, ce sont nos résidences de personnes âgées. Oui, il y en a un certain nombre déjà qui ont des personnes infectées. On prend les mesures. Avec le personnel additionnel qu'on ajoute, on va pouvoir s'assurer encore plus que ces mesures-là soient prises, mais bien sûr aussi s'assurer que toutes les personnes qui entrent soient contrôlées pour ne pas apporter le virus. Mes remerciements du jour, les livreurs de nourriture.
On a actuellement des personnes aînées à qui on demande de rester à la maison, des personnes qui sont en quarantaine, des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui n'ont pas l'argent pour acheter la nourriture, donc qui ont besoin de l'aide des banques alimentaires. Donc, il y a beaucoup, je pense entre autres, beaucoup de jeunes. Là, ça m'impressionne et j'aime ça de voir ça. Donc, tous les livreurs de nourriture, merci beaucoup pour ce que vous faites. Là, vous avez vraiment entre vos mains un service qui est essentiel. Puis, je termine en vous répétant le plan. 3 choses. On ne sort pas si ce n'est pas nécessaire. Si on sort, on reste à 2 mètres des autres personnes, quitte à ce que ça vous prenne un petit peu plus de temps pour faire votre épicerie. Vous essayez d'y aller tout seul, c'est mieux que d'y aller à 2. Et quand vous revenez de faire votre épicerie ou de votre marche, vous vous lavez les mains avec du savon pendant 20 secondes, comme le bon docteur Arruda vous l'a montré. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner la bataille de notre vie. Je compte sur vous. Merci. De manière très graduelle. Ça a commencé par les écoles, les entreprises. J'imagine qu'on doit s'imaginer aussi que ce sera pareil pour la sortie du confinement, c'est-à-dire graduel, progressif. Est-ce que donc on doit s'attendre à ce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui pourront réouvrir à partir de la mi-avril? Bien, effectivement, on aura un plan de réouverture qui sera graduel, mais quand on verra la lumière au bout du tunnel, tant qu'à moi, le plus vite sera le mieux. Donc, moi, je veux... puis on prend les précautions. Actuellement, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, là, sa job, c'est de s'assurer que dès qu'on va être passé au travers, les entreprises soient prêtes à réouvrir. Donc, oui, et on va peut-être choisir certains secteurs, certaines régions, certaines industries, mais moi, ce que je veux, c'est qu'une fois que ça va être réglé, on rouvre le plus vite possible. Quelles données, justement, pour justement que les gens commencent à voir un peu le bout du tunnel, là, quelles données, je m'adresse peut-être plus à M. Arruda, va vous faire dire, OK, là, ça y est, on est prêt à entamer notre sortie du confinement, notre sortie de cette situation-là, notre retour à la vie normale? C'est avant tout le portrait épidémiologique auquel on va être confronté dans les différentes régions du Québec. Hein? Et je vous dirais aussi, c'est qu'il est possible fortement que la façon de faire avant le COVID-19 et après va être différente. C'est-à-dire qu'on va probablement permettre à certaines entreprises, plus essentielles que d'autres, qui ont repensé leur façon de faire, hein, de travailler comme tel, soit avec le télétravail, soit avec une distanciation, de reprendre pour permettre à la société de fonctionner. Donc, il y aura à la fois une analyse, je vous dirais, de santé publique du milieu de travail. Et on a des experts en santé au travail qui regardent à la fois ce qu'on appelle l'ingénierie, l'organisation du travail comme mesure de protection pour les personnes. Donc les entreprises qui auront démontré qu'ils se sont réorganisées, permettre le fonctionnement, mais qu'on protège en même temps leurs employés par un moins grand nombre sur place, par exemple, par des processus de travail qui sont revus, par des chaînes qui peuvent être opérées différemment, par du télétravail, bien on va pouvoir les remettre en fonction. Et d'ailleurs, cette pause, qui est le terme qu'on a employé au Québec, que le premier ministre a décidé de prendre, c'est une pause non pour s'arrêter et se reposer, mais c'est une pause, oui, pour certains, mais surtout une pause pour repenser comment on travaille comme tel. Et je suis convaincu que dans cette adversité que nous vivons tous, nous allons transformer la façon dont on travaille de plus en plus pour permettre même à la fois, dans quelques années, d'obtenir une meilleure conciliation travail-famille, etc., parce que ça fait partie d'une pensée. Ça nous force à vraiment repenser comment on travaille dans les différents milieux. Okay. Question pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, messieurs. Je comprends, là, vous avez dit d'entrée de jeu, M. Legault, qu'on était l'endroit où on teste le plus au monde. Là, on parle de 58 000 tests jusqu'à maintenant. Mais quand on regarde les statistiques avec les 342 de plus qu'on a, on est rendu maintenant à 5 000. En fait, au Canada, là, il y a 5 997 personnes qui sont infectées. Et nous, on a la moitié de ces infections-là. Donc, on est
tristement les champions du coronavirus en ce moment, là, si on se fie aux chiffres que vous nous donnez. Alors, vous nous avez donné une explication, une base d'explication cette semaine. Est-ce que cette base d'explication-là tient toujours? Pourquoi est-ce que le Québec est aussi touché par le coronavirus? Est-ce que l'explication que vous avez donnée cette semaine tient toujours ou s'il y a d'autres explications maintenant? Écoutez, je l'ai dit, c'est rarement dans un phénomène comme tel une seule cause. On revient sur une période antérieure où il y avait des voyages. Okay? Puis là, vous allez peut-être me dire, mais on voyage autant à Toronto, il y a autant de personnes qui viennent. Ça dépend où sont allés, quel est le profil des voyageurs, comment, au retour, les gens se sont comportés pour être capables de contenir la situation. Puis là, je tiens à vous le dire, puis j'ai demandé à mes experts, il est trop tôt. Je sais que c'est agréable. Puis nous, on aimerait ça. On est les premiers à vouloir comprendre, mais ce que fait l'Ontario en termes de tests, sa stratégie de tests, nous, là, on a beaucoup de gens qui sont testés, qui ont entre 20 et 69 ans. Là, 2 tiers des gens testés entre 20 et 69 ans, c'est des gens qui ont probablement peu de symptômes, etc. Puis je ne sais pas quelle est la stratégie de test qu'a employée l'Ontario. La Colombie-Britannique est antérieure à nous. Il y a des phénomènes qu'il faut être capable d'analyser. Et ce n'est, je vous dis, là, il y a peut-être des gens qui vont vouloir faire des comparaisons, faire des calculs puis des taux. Moi, je ne suis pas en mesure de vous donner une information qui permette de comparer de façon importante. C'est sûr que la question de l'évolution de la pandémie, comment ça s'est présenté au Québec par rapport à ailleurs, il y a comment est-ce qu'on teste nos hospitalisations et nos décès, il y a la façon dont on utilise les diagnostics, il y a la façon dont on a mis les mesures en place. Donc, tout ça doit être analysé, puis ce n'est malheureusement, c'est plate, là, c'est dans quelques temps qu'on va être capable de vérifier. Parce que même entre ce que vous pouvez regarder, ce qui est inscrit dans le site Web du gouvernement comme étant l'ordonnance, ce qui est pratiqué sur le terrain peut être différent. Fait que, moi, ce qui m'importe, si vous me permettez, là, je vais vous dire comment je vois ça, là. C'est vrai qu'on va voir se comparer avec les autres, c'est clair. Puis je peux vous dire qu'il y a des comparaisons, il va y en avoir des articles publiés pendant 5-6 ans à partir de maintenant. Ce qui m'importe, c'est qu'actuellement, la situation, elle est sérieuse. Hein? On a des morts, on en a 22. On en a chez des gens qui sont âgés, dans les milieux qu'on avait prévus. Mais comme attendu, elle est sous contrôle. Et si vous me permettez, sur la base, puis là, je ne veux pas rentrer dans les scénarios parce qu'il y en a des centaines avec des modèles différents, sur la base de ce qu'on a projeté, notre accélération actuellement est en deçà de ce qu'on avait projeté comme étant un scénario chez nous. On est en deçà. On n'est pas encore aplati, puis je veux juste vous savoir une chose. Plus on est en deçà, plus l'aplatissement va venir tard, mais il va être qu'il va faire que notre système de santé va pouvoir fonctionner. Au jour le jour, on regarde. Et la situation, et si vous faites des courbes pour Montréal, des courbes pour l'Estrie, des courbes pour Laval ou pour la Côte-Nord, vous n'aurez pas la même courbe. Et c'est pour ça que maintenant, on a une approche qui est localisée, régionalisée. On fait le constat central. Nous prenons les décisions pour protéger les régions peu atteintes. Puis Montréal, l'Estrie et les 8 régions qui ont plus de cas vont agir localement. Il ne faut pas lâcher. On n'est pas en train de dire, là, on arrête d'investiguer des cas et des contacts. Il y a encore des éclosions à contenir dans les RPA. Il y a encore des quartiers qu'il faut falloir peut-être contrôler les déplacements. Il faut éviter que Montréal aille dans les Laurentides et installe un foyer au nord, ce qui n'est pas nécessaire. Il y a la banlieue autour de Montréal, les régions. Il y a des régions comme la Montérégie qui sont très, très grandes. Tout ça est analysé au jour le jour et on a des conférences avec nos directeurs de santé publique quotidiennes. Il ne faut pas que vous pensiez que seulement les points de presse qui ont lieu, là. Tous les jours, on regarde les données. Tous les jours, on s'assoit. Puis tous les jours, on allume des mesures en fonction du portrait et du diagnostic qu'on fait dans la population. Le Nissan Qashqai 2019 avec